Alors effectivement, on est dans un lieu vraiment incontournable, un nouveau lieu, je dirais, emblématique. Et on va d'ailleurs en parler au travers d'une table ronde dédiée aux enjeux et aux défis de la construction architecturale de ce bâtiment. Et pour en parler, j'appelle sur scène à me rejoindre Gilles Van Cote, qui est le directeur délégué du groupe Le Monde, Oliver Page, Managing Director France et architecte Snoeta, Clément Sobo, architecte associé SRA, ainsi que Sébastien Vidal, directeur associé de Barbanel. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour votre présence. On a bien sûr préparé cette intervention. Vous allez voir, il y a des échanges passionnants. On a 20 minutes, mais quoi de mieux que regarder une vidéo pour vous présenter, je dirais, c'est la construction de ce bâtiment. On regarde ça en vidéo. Alors, on est reparti. Gilles Van Cote, Ce bâtiment me dit quelque chose. Oui, en effet, je crois. Hein. Vous avez l'occasion d'y venir régulièrement. J'y travaille. Bah oui. Mon bureau Voilà. est au-dessus. Donc, Oui. directeur délégué Le Monde, Gilles Van Cote. J'ai une première question pour vous. C'était quel était l'objectif de la construction de cet immeuble? Alors, il y avait deux objectifs. Le premier était de rassembler les rédactions et les équipes du groupe Le Monde, qui étaient à l'époque réparties jusqu'en 2020 sur 3 sites différents à Paris. Donc Le Monde, La Vie, boulevard Blanqui, Télérama et Courrier International, le HuffPost, quai d'Ivry, un peu plus loin, et l'Obs, qui n'appartient pas au groupe Le Monde, mais qui a les mêmes actionnaires, qui est donc le titre cousin, Place de la Bourse. Donc déjà, il y avait la volonté de nos actionnaires de rassembler tout ce monde sur un site unique. On a cherché pendant 2 ans un site à louer, on n'a pas trouvé, et donc l'idée a émergé à un moment chez nos actionnaires de dire pourquoi on ne lancerait pas un projet immobilier et on ne deviendrait pas maître d'ouvrage voilà, ce qui nous était jamais arrivé. On avait vendu l'immeuble historique de la rue des Italiens en 1985 et depuis on était locataire. Et la deuxième chose, c'est donc de construire un immeuble qui correspond à notre besoin de groupe de médias, parce qu'on est des titres de presse, magazine, quotidien, un site internet. Et c'est vrai que c'est quelque chose je crois, de rare, d'avoir l'occasion de participer, de contribuer à la conception d'un immeuble, avec évidemment des partenaires qui sont ici présents, en étant le futur occupant, le premier occupant de l'immeuble, ce qui était notre cas, puisque nous sommes installés dans cet immeuble en mars 2020, ce qui est également le mois où il s'est passé autre chose. Donc, ce qui fait que les opérations de déménagement ont été un peu retardées par le confinement et on a emménagé un petit peu plus tard que ce qui était prévu au départ. Très bien. Alors, juste un chiffre quand même. Combien de journalistes? Alors, combien de collaborateurs? Parce qu'il y a des journalistes, sur l'ensemble de l'immeuble, 1600 collaborateurs, ouais. 900 journalistes, toutes rédactions confondues. Et alors là, je précise que là, sur la slide, il manque 2 rédactions. La Vie, qui fait partie du groupe Le Monde, et l'Obs, qui donc ne fait pas partie techniquement du groupe Le Monde, mais qui est le titre cousin, qui occupe le 7e étage, celui sur la terrasse, donc il n'est pas le plus mal logé. Non, j'avoue, j'ai fait une petite visite tout à l'heure, c'est pas mal. Alors, Oliver Page, Clément Sobo, j'aimerais après qu'on rentre un petit peu plus dans le détail et j'aimerais que vous me disiez à quelles contraintes, mais aussi quels défis, mais aussi des objectifs vous avez dû répondre, mais surtout comment est-ce que vous avez conçu le projet? Bon, merci. Le point de départ, c'était justement le programme, qui était celui de comment réunir tout le groupe Le Monde dans un seul et unique bâtiment. Sauf que le site, c'était absolument contradictoire parce qu'il n'y avait que 2 points d'appui à 60 mètres d'écart. Donc, comment réunir ces 2 idées ensemble? Et donc, pour nous, l'évidence, c'était différent par rapport à nos concurrents, c'était les questions de faire un bâtiment pan, justement pour réunir tous.
Et en termes de genèse de forme, c'était de prendre le contrainte du site, le PLU qui était en boîte carrée, et d'appliquer 2-3 incisions en utilisant 3 globes, le monde, bien sûr, les questions planétaires, c'était aussi une partie des concepts, qui donnaient justement lieu à cette forme qui était structurellement pas aussi évident à assurer. D'un point de vue de la conception, Clémence. Oui, alors donc le challenge, c'était de transformer ce concept fort en quelque chose de constructible. Donc très vite, en fait, on a imaginé avec les ingénieurs cet ouvrage d'art. En fait, il y avait Votre micro, s'il vous plaît. franchissement quand même Ouais. entre. Merci. Voilà, on voit la structure métallique, le choix de la structure métallique est un peu atypique en France en général, pour des raisons de poids. Donc un travail sur qu'est-ce que c'est que cette structure. On est plutôt sur un pont, sur un ouvrage d'art que sur un bâtiment. Et justement, le concours c'était sur 3 semaines, donc très courte. Et le date où d'un coup le lauréat a été annoncé, c'était le lendemain de Charlie Hebdo. Et Pierre Berger, à l'époque, a salué le projet parce que justement, on créait un espace public en dessous de bâtiments. Où justement, à ce moment-là, tout le monde parlait de l'idée de tout fermer, surtout les bâtiments de presse. Très intéressant, merci. Sébastien Vidal, vous êtes donc le directeur associé de Barbanel. J'aimerais que vous me disiez à quelles contraintes techniques vous avez dû faire face d'un point de vue conceptuel, surtout pour la gestion des fluides, mais aussi des équipements. Ce bâtiment, comme vous avez pu le voir, il a une particularité par sa position géographique et par sa forme. Donc sa position géographique, il est construit sur les voies SNCF, donc il accueillait difficilement des locaux techniques en sous-sol. Nous avons essayé, comme nous avons pu, d'essayer de les mettre au 7e étage, mais finalement, le Nouvel Obs a préféré occuper les lieux. Donc, on a, au final, par sa forme géographique, qui fait 140 mètres de long par 47 mètres de large, on se retrouvait avec une zone centrale assez dense. On avait proposé de créer finalement des silos techniques pour toutes les installations, en commençant par les fluides secs, humides sur les parties basses, avec les pompes, les productions froides provenant des réseaux urbains, et en montant vers les fluides secs, avec les salles serveurs, locaux électriques, et tout ce qui était aérolique sur les derniers niveaux. Donc ça a été un des premiers enjeux. Le deuxième enjeu a été le raccordement au concessionnaire qui se trouve à 140 mètres de distance, puisqu'il y avait un seul point unique de raccordement, et il fallait passer 3 tabliers dans une double dalle relativement fine. Donc il a fallu une coordination assez forte avec tous les acteurs du bâtiment pour y arriver. En effet, de nombreux enjeux, nombreux défis. Gilles, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous nous feriez la visite finalement de ce lieu, en commençant peut-être par le parvis ? Oui, alors le parvis, effectivement, que Snoeta appelait le Media Plaza, mais qu'on a rebaptisé Parvis, qui est un lieu, effectivement, qui à la fois permet aux salariés de garer leurs vélos. Vous avez vu qu'il y en a pas mal. Je crois qu'il y a 170 places pour les vélos. Il y avait une forte demande. Et qui est aussi un lieu de vie, puisqu'on y a organisé, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, le Festival du Monde, avec des animations qui ont lieu sur le parvis pendant 3 jours. 7000 spectateurs qui sont venus. Alors, il y avait des choses dans l'immeuble, mais des choses sur le parvis. Donc, c'est vraiment un très bel endroit. D'ailleurs, il est tellement beau que les skateurs l'ont adopté très vite après l'installation dans le journal. Donc, on a des skateurs qui viennent, ça fait de l'animation, ça fait de la vie, c'est plutôt sympa. Et voilà, et donc c'est un endroit effectivement qui, à terme, sera un endroit de passage, puisqu'on il y a une servitude de passage qu'on doit permettre aux piétons qui voudront contourner la gare d'Austerlitz quand le chantier sera terminé de passer sur le parvis. Mais aujourd'hui, le chantier étant en cours, c'est pas d'actualité, mais c'est effectivement un lieu de passage. Et il y aura à terme des commerces, d'ailleurs, en rez-de-chaussée de l'immeuble que le chantier de la gare d'Austerlitz a empêché pour le moment de louer, mais qui seront des commerces à venir. Alors, en parlant de ces façades Oliver, il y a un habillage assez spécifique, monolithique, mais aussi réfléchissant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pensé cela ? Oui, déjà, je trouvais ça bien que c'est les journalistes qui ont trouvé un nom pour ce parvis que nous, les architectes, on appelait les Mediaplatz. Donc, on peut compter sur les journalistes pour trouver de meilleurs mots. Justement, en parlant des mots, la façade, on peut se poser des questions. Quelle est la genèse de cette façade ? Et en fait, c'est une pixelisation de la première édition de Le Monde,
où on a retravaillé, explosé en forme de pixels, parce que du coup, on a voulu une façade très monolithique. On est dans un quartier avec beaucoup de bureaux et on a voulu vraiment que ce bâtiment soit différent par rapport aux autres, pour le monde, et que du coup, cette deuxième peau qui assure aussi une protection solaire fait monolithique, justement pour cacher un peu le trame aussi de façade. Et donc, du coup, voilà, le résultat, il y est. Et si vous le dépixelisez, vous trouvez la première édition du monde. D'accord. Allez, on peut avancer et on arrive finalement donc sur l'entrée principale. À l'entrée, il y a 2 halls, donc évidemment la forme de l'immeuble fait qu'il y a 2 halls. Les salariés choisissent le hall par lequel ils veulent entrer en fonction de l'emplacement de leur bureau. Le hall visiteur, c'est celui que vous avez emprunté pour venir ici à l'auditorium. Donc celui-là, effectivement, est un hall effectivement, qui a, voilà, où on voit vraiment l'identité de l'immeuble, à la fois industriel, avec la structure apparente, le squelette métallique qui est vraiment très apparent et qui donne son caractère aussi à l'immeuble et aux espaces de travail. Est-ce qu'on va retrouver ces poutres métalliques, ces bracons dans tout l'immeuble? Je crois qu'on les revoit sur des slides à venir. Alors, vous aviez des exigences, quand on rentre un peu plus dans la structure du bâtiment, vous aviez notamment des exigences, mais aussi des contraintes à l'égard de l'espace de conférence, de rédaction notamment. Oui, parce qu'effectivement, nous, on a un métier un peu particulier comme beaucoup de métiers, mais enfin, il y a à la fois des besoins de communication et des besoins de concentration. Donc, à la fois, il faut qu'on ait des espaces de discussion, parce que faire un journal, c'est un travail d'abord collectif. Il ne faut pas imaginer que chacun est dans son coin en train de faire son article. Il y a des moments pour ça, donc il fallait d'ailleurs aussi des endroits pour que les journalistes puissent s'isoler, se concentrer. Et donc, sur la gauche de l'image, vous voyez au-dessus de l'escalier en colimaçon, il y a 3 petites portes. Ce sont 3 isoloirs qui permettent aux journalistes, ou aux salariés d'ailleurs, de s'isoler, passer un coup de fil, faire une interview, ou s'isoler avec un ordinateur pour écrire. Et puis, il y a cette salle de rédaction que vous voyez là au pied de cet escalier en hélicoïdal, qui était un espace qui n'était pas prévu au départ, puisque c'était un étage fermé comme les autres, donc il y avait du plancher. Sauf qu'on s'est rendu compte très vite que la rédaction du Monde, qui compte aujourd'hui 540 journalistes, ne tenait pas sur un étage. Un étage, c'est entre 300 et 350 postes de travail. Donc, elle allait s'installer sur 2 étages. Et à partir du moment où ces 2 étages ont été identifiés, le 4e et le 5e, on a posé la question à Snoeta et à ses partenaires de créer une communication verticale supplémentaire sous forme de cette mezzanine et de cet escalier qui ont été créés, proposés très en amont, devait être en 2016, je dirais, donc à peu près un an et demi après le concours d'architecte, mais bien avant que le chantier démarre. Et finalement, ça a permis effectivement de concevoir cet endroit qui est aujourd'hui probablement l'endroit le plus spectaculaire de l'immeuble, à moindre coût, puisque finalement les travaux n'avaient pas été engagés. Donc voilà, il y a eu des frais évidemment de conception, de retravailler cet espace-là, mais il n'y a pas eu à défaire des choses qui auraient déjà été construites. Et aujourd'hui, c'est un espace très apprécié des journalistes qui se réunissent autour de la table et des visiteurs qu'on reçoit régulièrement qui s'installent sur la mezzanine au-dessus, mais qui entendent très bien ce qui se dit dans la conférence de rédaction. Donc voilà, c'est devenu le lieu emblématique de la rédaction du Monde et c'est vraiment le cœur de la rédaction. Et on voit la rédaction sur la partie droite et on voit notamment ces bracons dont je parlais qui sont très présents dans l'espace du travail. Merci. Oliver, Clémence, vous vouliez ajouter peut-être quelque chose d'un point de vue de la structure ? Juste sur les espaces de travail, effectivement, rappeler que dans le cahier des charges initial, on était sur des plateaux complètement ouverts. Donc on a essayé de maintenir le plus possible cette transparence de façade à façade avec uniquement la structure qui est présente. Oliver, un mot peut-être sur la signalétique notamment. Ouais, le Monde... Voilà, c'est l'histoire du journalisme. Et donc, du coup, on a voulu faire, parce que chez Snoeta, on a aussi un département de design et product design, et on a voulu travailler un signage et wayfinding qui était un clin d'œil à Le Monde. Et donc, du coup, justement, c'est une série de petites lettres comme à l'ancienne presse qui pourraient être déclinées en plein de manières différentes. On arrive vraiment jusqu'au détail. Allez-y. On avait très peur que les salariés jouent au Scrabble avec, parce que c'est des lettres qui sont collées, hein, mais c'est des lettres individuelles. Donc voilà, et l'idée c'est que ça puisse être aussi modulable quand il y aura des changements dans les étages, des changements de service. Et finalement non, à part 2-3 exceptions, on n'a jamais vu de lettres disparaître et tout est resté en place. Bon. Merci pour ces précisions. Alors, on arrive à présent tout en haut du bâtiment. Oliver, Clémence, quel est le double emploi de la terrasse ?
Le premier, Très belle terrasse, on peut le dire. la première, c'était justement, il y avait le plan Paris Climat qui exigeait un niveau de biodiversité au maximum. Bon, on était quand même contraints sur un site qui n'était pas énorme. Et donc, d'un coup, on a voulu vraiment faire une terrasse qui soit le plus plein de verdure que possible et aussi un lieu très agréable pour tous les visiteurs, mais aussi tout le monde qui travaille. Et au-dessus, il y a effectivement ces toitures techniques. Donc, je pense que Arbonel peut en parler. C'est pour vous, Sébastien. Sébastien, j'aimerais que vous me disiez quels ont été les objectifs de performance énergétique, mais aussi on va dire les solutions apportées par les équipements installés sur ce toit terrasse. Un toit terrasse. Alors, l'équipement technique, il est au niveau du 8e étage, et je voudrais savoir en quoi les équipements de groupe Ford Mitsubishi Electric ont permis de répondre justement aux besoins de ce site. Ok. L'enjeu principal en énergie sur ce bâtiment, c'était la ZAC CEMAPA qu'il avait imposé avec une consommation conventionnelle d'énergie primaire par mètre carré de 50 kWh. Donc c'était le respect du plan climat Paris qui est devenu plan climat énergie. Donc c'était quand même un gros enjeu d'arriver à des consommations aussi basses. Donc nous avons forcément dimensionné et sélectionné les meilleurs équipements du marché. Nous avons réutilisé l'énergie fatale de tout le process informatique via les groupes froids pour préchauffer l'eau chaude sanitaire du restaurant. Et enfin, nous avons utilisé, on va dire, pas mal de photovoltaïque avec les ressources naturelles disponibles pour baisser la consommation du bâtiment. Solaire thermique également. Un peu de solaire thermique également pour le CS du restaurant. Et on a essayé de rendre le bâtiment hydro-économe en réutilisant l'eau de pluie pour les sanitaires et les espaces verts qui ont été designés par Snoita. Merci. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose, Oliver? Non, c'est bon. Gilles, aujourd'hui, finalement, cet immeuble, c'est bien plus qu'un immeuble, on peut le dire. C'est aussi un véritable espace de vie. Vous l'avez dit, vous l'avez imaginé il y a déjà un certain nombre d'années, mais finalement, il continue à évoluer. Et aujourd'hui, ça se révèle comme un espace de vie autour, avec des skateurs qui se l'approprient. Voilà, les skateurs. Et puis des salariés qui sont extrêmement fiers de cet immeuble, hein, globalement. Il y avait évidemment, comme avant, pour tout projet de déménagement, beaucoup d'inquiétudes de la part des salariés sur est-ce qu'on y sera bien, est-ce que l'open space sera vivable, alors, il y a un moment, il y avait l'idée que cet immeuble on vivrait dans l'obscurité, ce qui est quand même assez étrange pour un immeuble qui est entièrement en verre. Mais bon, voilà, il y avait eu des échanges avec l'inspection du travail qui avaient un petit peu induit en erreur nos salariés. Ils ont bien vu qu'aujourd'hui, ils ont plutôt besoin de stores quand ils sont du côté soleil que de lampes. D'ailleurs, on n'a plus de lampes individuelles sur les bureaux, c'est quelque chose qui n'existe plus. Donc voilà, donc c'est un immeuble dont ils sont très fiers. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment du Monde Festival, on a vu des salariés qui ont profité de cet événement du Festival du Monde pour venir avec leurs enfants, leurs parents, parce qu'ils étaient tellement fiers de leur immeuble, c'était l'occasion de leur montrer. Et donc voilà, et effectivement... un lieu culturel aussi. Un lieu culturel avec des débats. Dans cet auditorium, on reçoit régulièrement, et ça c'est l'ensemble des titres du groupe, organise régulièrement des rendez-vous, des rencontres avec des artistes, des acteurs de l'actualité. Et puis ces événements comme le Festival du Monde qui, pendant 3 jours, font que ça circule. On a fait pendant le Festival du Monde, qui s'inscrit dans le cadre des Journées du patrimoine, donc c'était le 15, 16, 17 septembre, 26 visites de l'immeuble et qui étaient ouvertes et gratuites. La moitié sur inscription, la moitié pour les gens qui venaient pour les Journées du patrimoine. On a eu 4000 personnes en liste d'attente. On a dû accueillir 800 personnes, parce qu'on techniquement, on ne pouvait pas accueillir plus de 30 personnes par visite. 26 fois 30, vous faites le calcul. On avait 4000 personnes en liste d'attente. On pourrait faire des visites tous les jours, et tous les jours, il y aurait du monde pour visiter. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas guides professionnels, nous sommes journalistes, nous devons faire des journaux, et donc nous n'avons pas le temps de faire visiter l'immeuble à longueur d'année. Et puis, bien sûr, un événement incontournable, la soirée des trophées 3 diamants. Ah bien sûr, et on est ravis de vous accueillir. C'est là où je devais arriver. Absolument. Voilà. Et effectivement, par ailleurs, cet auditorium est aussi ouvert à d'autres entreprises qui viennent s'y installer régulièrement. Et on est ravis de vous accueillir pour la remise des trophées et puis les équipes de Mitsubishi qui ont été donc des partenaires importants de ce projet. Bon, merci beaucoup. Difficile de résumer tout cela en 20 minutes, mais voilà, on a réussi cet exercice. Un petit peu moins même, je dirais. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre expertise, votre témoignage et cette venue ici pour cette soirée. On peut les applaudir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez,